retrouves témoin de situations injustes, d'abus de pouvoir, et de révéler aux traits distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore. Il y a beaucoup de comédiennes dans ma promo qui se sont retrouvées nues. On marche et puis tout d'un coup, il y a effectivement une patrouille et des dizaines de soldats qui nous passent devant et on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Ah non, les gens ont l'air de trouver ça normal autour. Je suis Maud Villers, je suis actrice. Et je sais pas, en casting, je donne mon âge vaguement. J'ai 42 ans. Ouais, je sais pas si ça a fait de moi. Je crois pas être, disons, un animal politique. Je pense pas. C'est pas vraiment mon. Je crois pas que ce soit mon ADN. Je me sens beaucoup plus artiste, c'est-à-dire en proie au doute, à l'hésitation. Ce qui relève de la poésie, c'est le rapport au texte aussi. Ça, c'est très important. En faisant du théâtre, mon boulot, c'est d'être interprète. En fait, c'est de donner un texte à entendre. Et puis, en grandissant, déjà sur les plateaux, que ce soit plateau de cinéma ou au théâtre, en fait, dans le monde du travail, très vite, tu te rends compte tu te retrouves témoin de situations injustes, d'abus de pouvoir. Et je trouve que assez vite, tu penses entrer dans le monde des adultes et te dire qu'il va y avoir un peu plus de justice. Et en fait, c'est un peu la cour de collège hypocrite. Mais il y a toujours une histoire d'abus de pouvoir. Et alors, très tôt, tu es confronté dans ton libre arbitre. Qu'est-ce que je fais? Je suis témoin d'un truc que je trouve monstrueux. Est-ce que je me la ferme? Et j'espère continuer à bosser avec ce ou cette metteuse en scène. Ou est-ce que je décide que ma conviction passe avant? Donc ça, c'est quelque chose avec lequel... mais même dès les cours de théâtre, moi j'ai fait le Conservatoire national, je me souviens la première année, on a un professeur qui nous demande des choses que je trouve vraiment pas bien. Déjà que je trouve flemmard parce que lui-même ne travaille pas ses cours, mais il nous demande tout d'un coup des choses un peu chocs. Je me souviens d'une scène où il demande aux filles de travailler une scène hard. Qu'est-ce que ça veut dire hard? Et puis il le précise pas. Donc tu fais ce que tu veux. Donc effectivement pour nous, c'est qu'est-ce qui est le plus dur à faire? Donc beaucoup on s'est mise dans des situations parce que c'est très dur à faire, d'extrême sexualité, de jouer, d'avoir un corps comme ça, très sexualisé et tout. Il y a beaucoup de comédiennes dans ma promo qui se sont retrouvées nues. Parce que c'est effectivement un des trucs les plus durs à faire. Et quand j'y repense maintenant, je me dis, en fait, mon parcours a été émaillé de petites choses comme ça. Et donc, forcément, on rentre le soir, mais même sur le moment, on se dit, mais est-ce que tout ça est correct? Je vois de la détresse partout, là. Bon, alors oui, bon, c'était pas des profs avec qui j'étais amie, hein, parce que j'avais le sentiment de devoir dénoncer quelque chose. Après, j'ai un père qui est violent, pour le côté vie privée. Donc, j'ai grandi aussi face à des choses que je trouvais injustes et violentes. Et très tôt, il a fallu que je me positionne vis-à-vis de ça, aussi pour protéger ma mère, pour protéger ma petite sœur. Donc voilà, mais l'ADN, il était même pas tellement politique, il était humain. Qu'est-ce que tu fais quand t'as quelqu'un à côté de toi qui a besoin d'aide? C'est aussi con que ça. Aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, voilà, je vais passer par là, c'est pourquoi l'été dernier, on n'entend aucun artiste. À ce moment-là, il y a vraiment un chaos dans la société. On est face à ce qui, pour moi, représente le pire des dangers, l'extrême droite au pouvoir. Je crois à ce moment-là suffisamment connaître tous mes collègues acteurs, actrices, que j'admire par ailleurs souvent, avec qui je travaille régulièrement, pour savoir qu'ils sont a priori pas fascistes. Et à ce moment-là, naïvement,
D'ailleurs, j'essaye de réactiver des groupes WhatsApp. 2 ans avant, on s'était mis d'accord dans le monde du théâtre pour faire une tribune, justement, entre les 2 tours, contre l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et à ce moment-là, non, il n'y a plus personne. Plus grand monde. Attends, je vais modérer, mais plus grand monde. Sincèrement, je ne le comprends pas. À un moment, je me suis dit qu'effectivement, il y avait un rapport de clientélisme, enfin, ce qui a beaucoup été dit à ce moment-là, qu'on s'adresse plus. C'est marrant parce que c'est les mots qu'a utilisé la présidente mexicaine à Trump. Elle a dit, mais en fait, vous vous adressez pas à vos citoyens, vous vous adressez à des clients. Elle dit, en tant que client, si on arrête de boire Coca-Cola pendant 2 jours, dans le monde, le Coca-Cola s'effondre. Ça peut être aussi ça notre réponse. Vous nous parlez comme à des clients, on vous répond comme des clients. Là, j'ai eu un peu la sensation de ça. Je me suis dit, en fait, tous ces votes de l'extrême droite, c'est aussi potentiellement des spectateurs, des followers. Et ça fait du monde. Ça a l'air d'être tout d'un coup, effectivement, très puissant par le nombre. Donc, ça impressionne. Donc, dans le doute, s'opposer à ce qui paraît être une foule immense fait davantage peur. Mais je ne veux pas répondre à leur place, mais j'aimerais bien leur poser la question. Je suis allée en Israël, à Haïfa. C'était en 2020, je pense, avec un film d'Amos Gitaï. J'avais travaillé avec Amos Gitaï. Je me souviens d'avoir beaucoup de questions une fois que j'arrive là-bas. Parce que je vois derrière des barbelés, effectivement, des espèces de camps militaires, mais qui ont l'air de dater d'il y a un siècle. Et effectivement, ils datent d'il y a un siècle. C'était encore la partie britannique. Et c'est resté là, comme ça, en bord de mer. Il y a des endroits d'histoire, des enclaves, des marqueurs qui sont très étranges. Et à Jérusalem, cette ville aussi c'est très troublant. On marche et puis tout d'un coup, il y a effectivement une patrouille et des dizaines de soldats qui nous passent devant et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah non, les gens ont l'air de trouver ça normal autour. Je me souviens d'une très grande gêne en étant là-bas. J'avais l'impression que quelque chose dans l'air était qui se matérialisait, quelque chose était violent dans l'air. Et je savais pas. Bien sûr que j'avais entendu parler de ce conflit. Mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose dans le quotidien et je sentais aussi comme une forme de déni. Et pour moi, c'était ça, la très grande violence. C'est qu'effectivement, on passait dans des endroits dans lesquels on avait le droit d'aller, pas aller. Et je me souviens qu'on avait été reçus avec Amos Gitaï, cette autre comédienne et moi, à l'hôtel américain. Et il y avait il y avait comme ça un mur avec les clients qui étaient passés. Il y avait James Natchway. Et ça, c'était un photographe, reporter de guerre que j'aimais beaucoup. Donc, je me disais, waouh, James Natchway est passé par là. Et il me disait, oui, c'est intéressant d'avoir discuté avec lui. Tout d'un coup, je me rends compte que où que tu ailles, de toute façon, la question de là-bas, la question de la guerre, de la violence était présente. Et à un moment, le directeur nous dit, moi, je me suis rendu compte, il a des femmes de ménage. Il avait une femme de ménage qui travaillait à l'hôtel, qui était palestinienne. Et un jour, elle était arrivée en retard. Et il lui avait dit, mais pourquoi tu arrives en retard? Dans ce cas-là, pars plus tôt. Et elle avait dit, si je pars plus tôt avec les checkpoints, je dors pas du tout. C'est-à-dire que le temps de rentrer chez moi le soir et de repartir le lendemain, j'ai pas dormi. Et ça faisait des années qu'elle travaillait dans cet hôtel, et qui était son patron, qui était quelqu'un qui m'a semblé plutôt humaniste. Et lui-même nous racontait ça, et il était tombé des nues. Il savait pas, il connaissait pas le quotidien d'une Palestinienne qui venait travailler à l'hôtel américain. Donc voilà, on sent bien qu'il y a des tabous et que ça crée de la violence. Après, moi, j'ai trouvé qu'au quotidien, il y avait quelque chose. Je me souviens, j'avais été à Chicago quand j'avais 9 ans et je trouvais qu'il y avait des similarités. Je me souviens quand j'avais été choquée par ça quand j'étais allée à Chicago, quand j'étais enfant. C'est-à-dire qu'en France, on avait,
1 litre de glace, comme ça, quand on achetait de la glace, on avait 1,5 litre de glace. Et puis là-bas, les paquets étaient 10 litres. Et ça, c'était quelque chose que j'avais retrouvé. Donc, effectivement, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'assez, dans la culture, d'assez américain, dans ce que je voyais au jour le jour. Puis après, il y a ce moment où, avec Amos, on va, lui, c'est une figure très controversée, là-bas. Et on va dans un restaurant, avec ses amis qui sont plutôt des intellectuels de gauche, là-bas. Et on va dans ce restaurant, et en fait, il nous dit non, d'aller plutôt au fond, dans un petit endroit perdu à droite, pour pouvoir parler librement dans ce restaurant. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis au retour, à l'aéroport, on savait toujours pas pourquoi, mais on nous a pris nos sacs, qu'on nous a vidés par terre, dans le hall de l'aéroport. Enfin, c'était une petite chose d'humiliation comme ça, mais que je ne me suis pas expliquée. Et en nous disant, bon, maintenant, allez-y, refaites votre sac, et vous avez 10 secondes pour refaire votre sac. Et spontanément, en fait, ça me faisait sourire. Parce que je disais, c'est trop bizarre, naïvement, quoi. Et tout à coup, on sent que non, c'est pas du tout une blague, il faut vraiment qu'on se grouille de refaire le sac en 10 secondes. Bon, je ne m'explique pas, j'ai pas compris pourquoi... déjà, je sais pas, il n'y avait pas écrit sur mon front que je venais présenter un film d'Amos Gitaï, donc j'ai pas saisi. Mais je me souviens, voilà, d'être confrontée à des choses comme ça, sans pouvoir m'expliquer, en me disant, voilà, il se passe ici des choses que je ne m'explique pas. Ouais, ce petit bouquin. Il n'est pas très cher, hein, 6,20 €. C'est un cadeau à faire. En fait, à un moment, on s'est posé la question, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je me suis dit, peut-être qu'on peut juste lire, en tant qu'artiste, on peut lire des textes qui nous semblent bien. Donc, j'avais ressorti ça. Ça s'est jamais fait, hein. J'étais artiste toute seule avec ce bouquin. Mais il dit des choses... En fait, c'est un discours qu'il a tenu sur la colonisation. Et il dit des choses qui peuvent paraître choquantes. Hein. Peut-être je les lis. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, à montrer que chaque fois qu'il y a eu au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort. Une égression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de ces jactances étalées, il y a le poison, instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapo s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour de chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit « comme c'est curieux », mais c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère. Et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, attention, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable,
et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement dans le détail les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux traits distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulisses de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait, sordidement raciste. Merci, Aimé Césaire. On a besoin d'espoir aussi. Je te dis, pour continuer à fonctionner, moi j'ai besoin de voir un peu de lumière. Et je pense que oui, disons, la solidarité tout d'un coup qui est éprouvée dans un mouvement comme les Gilets jaunes, les gens qui se retrouvent physiquement à un endroit, qu'est-ce qu'ils font à cet endroit-là? Ils parlent entre eux, ils échangent entre eux, ils se rencontrent, ils se connaissent. Ça, c'est très précieux. Et effectivement, quand on est tous chez soi, effectivement, en bouffant sur nos écrans de la série et qu'on peut commander tout. Moi, je trouvais ça fou pour ça, la crise du Covid. C'est parce que j'avais l'impression, mais ça faisait en fait des années, on était prêts pour la crise du Covid. C'était génial. On n'avait plus qu'à cliquer et on avait à manger et on avait à boire et on avait de quoi se divertir. En fait, c'était sordide parce qu'on était isolés et avec des différences... des écarts énormes en fonction de si on était riche, pauvre, middle class, terrifiant, mais que quelque chose, bizarrement, continuait à opérer, en tout cas quelque chose du capital, continuait malgré tout à fonctionner. C'était une chose qui était très troublante. Donc oui, je pense que de se retrouver physiquement à un endroit et en masse, ce que ça crée, déjà c'est impressionnant. Le nombre, il est impressionnant et ça compte.